Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présent sur ce webinaire. J'avais envie de vous parler ce matin de tout l'arsenal dont nous disposons, nous, chefs d'entreprise, pour aider notre croissance, notamment dans le cadre des investissements ou de l'innovation. Donc, je vous présenterai on travaille sans support et je vais, si vous voulez, vous présenter les principaux éléments, c'est-à-dire quels sont les enjeux, qui est concerné, êtes-vous concerné, combien, quels sont les avantages, après tout, un rapide calcul, présenter l'intérêt un petit peu de manière un petit peu plus précise de ces aides, et ensuite, effectivement, indiquer les risques, sachant que c'est pas une science exacte, notamment pour la distinction entre crédit d'impôt, qu'est-ce que c'est de la recherche, qu'est-ce que c'est de l'innovation, le seuil n'est pas toujours clairement exprimé et laisse une part à l'interprétation, donc à nous d'être le plus professionnel possible. Les enjeux. Le fait d'innover est un facteur de croissance et la volonté du législateur, c'est de favoriser les entreprises, favoriser la recherche, l'innovation, puisque considéré comme un facteur de croissance, un des rares facteurs de croissance. L'État consacre à plusieurs instruments l'arsenal dont on dispose, dont les entreprises disposent, c'est la fiscalité avec le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, les subventions, on parlera tout à l'heure des 3 I, et ensuite, le fait d'accorder des statuts particuliers tels que les statuts de jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires, JEI, JEI. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Combien l'État, j'ai lu sur le site du Sénat que plus de 6,8 milliards, près de 6,8 milliards ont été consacrés à l'outil fiscal, CIR, CI, Jeunes Entreprises Innovantes en 2019, essentiellement pour le CIR. Sur les 6,8 milliards, il y a 6,2 milliards pour le CIR, 2019. Le CIR, c'est une créance que nous avons sur l'État qui contribue immédiatement au résultat net de l'entreprise. C'est un impôt à l'envers, si vous voulez. Donc, on impacte l'entreprise dès le dépôt de la déclaration. C'est une créance que nous avons sur l'État jusqu'à nouvel ordre. Le fait générateur, donc, c'est le dépôt de la déclaration. C'est une créance sur l'État, c'est pas un gain futur, c'est vraiment une créance à tel point qu'elle est même mobilisable auprès des banques. Alors, les banques qui demandent bien sûr des garanties les plus grandes, mais bon, c'est une créance réelle, immédiate, et qui peut être mise en cause. Qui peut disposer de ce crédit d'impôt recherche? À peu près tout le monde. Allons-y. À partir du moment où quelle que soit la forme de votre entreprise, à partir du moment où vous payez des impôts en France, vous êtes potentiellement éligible au crédit d'impôt. Donc, si je reprends les textes, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, quel que soit leur mode d'exploitation, on peut toute forme individuelle, c'est-à-dire un particulier peut très bien en entreprise individuelle bénéficier du crédit d'impôt recherche, l'innovation et certaines aides. Les artisans, les SARL, SAS, les sociétés de personnes, sociétés anonymes, etc. Pourvu qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, bénéfices agricoles. Voilà. Donc qui peut en bénéficier? À peu près tout le monde, soyons clairs. Je repris les textes que vous verrez figurer sur le PowerPoint qui vous sera transmis après la réunion. Je ne vais pas citer des articles de loi, mais ce serait un petit peu trop dur pour ce début de matinée. Quels sont les calculs maintenant? On a parlé des enjeux, l'État mise sur la croissance. La croissance, et le facteur de croissance, c'est l'innovation, recherche-innovation. Et maintenant, qu'est-ce que l'État propose? Pour le crédit d'impôt recherche, c'est 30% des dépenses de recherche et 5% à partir de 100 millions de dépenses. C'est déjà plus rare, ça concerne certaines entreprises, notamment dans le secteur aéronautique. 100 millions de dépenses, ça vient vite.
Alors, quelles dépenses sont éligibles? On a une liste de dépenses, essentiellement des dépenses de personnel, les dépenses de l'amortissement des biens nécessaires à la recherche, notamment. On a une liste de dépenses éligibles. Certaines sont forfaitaires. Et on peut considérer que certaines dépenses, lorsqu'on dit que le crédit impôt recherche représente 30% des dépenses, certaines dépenses ont des coefficients. Par exemple, les dépenses les frais généraux sont forfaitisés, par exemple. On comptait jusqu'en 2019 50% de dépenses de frais généraux représentaient 50% des dépenses de personnel. C'est passé à 43 cette année, mais voilà. Donc on a certaines dépenses sont coefficientées, ont un effet accélérateur. Notamment lorsque vous avez la bonne idée d'embaucher en contrat à durée indéterminée un jeune docteur, vous pouvez bénéficier de 120%. Le crédit impôt représente 120% de ce qui vous coûte en frais de personnel. Ça vaut le coup d'embaucher un jeune docteur si vous avez un sujet si vous avez un sujet éligible. Eh bien, le fait de coefficienter ces dépenses de jeunes docteurs montre bien la volonté de l'État de favoriser la transition entre les recherches entre l'université et le monde du secteur privé, quoi, industriel, du secteur privé. Le crédit impôt recherche, 30% des dépenses de R&D, certaines dépenses sont coefficientées. Le crédit impôt innovation, c'est un peu la même chose, on a à peu près les mêmes dépenses, sauf qu'elles sont récompensées à hauteur de 20% et plafonnées à 400 000 € de dépenses. Ça veut dire qu'au maximum, on récupère 20% de 400 000 €, on récupère 80 000 € de crédit impôt innovation. Autre levier, parmi l'arsenal dont nous pouvons disposer, il y a le statut jeune entreprise, JEI ou JEU, c'est-à-dire jeune entreprise innovante ou jeune entreprise universitaire. Alors, on verra après peut-être comment obtenir ce statut, mais il faut savoir que l'intérêt de ces statuts, c'est exonération partielle des charges sociales pour le personnel qui fait la recherche uniquement, c'est pas pour toute la société. Exonération dégressive des deux premiers impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, c'est-à-dire que au premier bénéfice, le premier bénéfice est exonéré totalement et exonéré à 50% l'année suivante, au deuxième bénéfice. Autre avantage du statut JEI, c'est l'exonération de taxes, CET, le foncier, et taxes assises sur les salaires. Et on peut bénéficier d'abattements spéciaux, donc selon un barème dégressif, sur l'imposition des plus-values de cession de parts de jeunes entreprises innovantes. Ça peut être intéressant lorsque vous avez une jeune entreprise innovante et que vous revendez vos parts quelques années après. Vous avez des abattements qui peuvent être intéressants. On a parlé du crédit impôt recherche, du crédit impôt innovation, le statut jeune entreprise innovante, et les aides publiques. Maintenant, on a, pour faire court sur les aides publiques, les aides régionales, le plus souvent, les plus accessibles sont les aides régionales, qui sont octroyées pour certains types d'investissements et qui sont, disons, laissées à discrétion de la région. Je reste sur les aides régionales. On peut indiquer les terrains favorables, c'est les 3 I, c'est-à-dire on aide l'investissement, on aide l'innovation et on aide l'international. C'est un moyen mnémonique de retenir un petit peu les terrains favorables aux aides publiques. International, vous voulez chasser commercialement un terrain nouveau, une terre nouvelle dans un autre pays, européen ou pas, ça vous coûte de l'argent, les régions aident, enfin, les collectivités publiques aident. Vous voulez investir à condition de démontrer que vous avez
votre investissement a des vertus écologiques, qu'elle génère des embauches et qu'elle est très souvent elle répond à une dynamique future promise, l'État peut vous aider, peut aider à l'investissement. Et bien sûr, des aides à l'innovation qui viennent compléter les aides fiscales du crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation, mais qui en diminuent les bases de calcul. Évidemment, on ne peut pas toucher sur tous les terrains. On a vu donc les enjeux, la nature des aides, le calcul des aides. Passons maintenant concernant plus particulièrement les crédits impôt recherche. Chaque type d'aide, qu'est-ce que c'est qu'un crédit? Qu'est-ce que c'est que la recherche? Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Alors essayons d'aller sur ce terrain, sachant que les textes légaux donnent des définitions qui sont assez élaborées, mais qui laissent toujours des parts importantes à l'interprétation. Qu'est-ce que c'est que de la recherche? Qu'est-ce que c'est que de l'innovation? On a quand même une littérature fiscale qui est assez élaborée, qui est appuyée par un ouvrage qui s'appelle le manuel Frascati, qui définit de manière, qui a été établi par l'OCDE et qui, comment dire, explique de manière très détaillée les différences, enfin la nature de recherche. C'est un élément de référence qui a été publié en 2002 et actualisé en 2014, je crois, et qui donne une définition. Mais on a donc beaucoup de littérature sur la notion de recherche au sens fiscal, dirons-nous, mais on a toujours, comment dire, dès lors qu'on a une interprétation, quelle que soit la précision de ces textes, on a toujours une place à l'interprétation. C'est là qu'il nous faut être prudent et disposer. Vous comprenez que la forme des dossiers que l'entreprise conserve pour prouver qu'elle a bien effectué la recherche est importante. La forme est importante. Contrairement à une subvention. Une subvention, vous demandez une aide, une commission se réunit, elle vous accorde l'aide ou elle ne vous l'accorde pas, vous l'accorde partiellement. On n'a pas de risque. Le risque, c'est que on n'ait pas l'aide, c'est tout. Pour le crédit impôt recherche ou innovation, c'est différent. On ne demande rien à personne, on prend, c'est déclaratif, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait générateur, c'est la déclaration. Donc, vous déclarez que vous avez fait de la recherche, que vous avez fait des dépenses, vous récupérez 30% et on vous pose des questions, peut-être, si vous avez un contrôle ultérieur. Vous n'avez pas ces... vous pouvez le faire aussi avec le statut GUI ou GEU, vous pouvez déclarer que vous êtes jeune entreprise innovante, prendre les avantages qu'on a traités tout à l'heure, mais bon, c'est vraiment jamais recommandé, il vaut mieux d'abord poser la question à l'administration. Donc, il y a le présence d'un risque dans la constitution de crédit impôt recherche, crédit innovation, risque qu'on n'a pas pour les aides publiques puisqu'on pose la question préalablement. Comment éviter le risque ou comment limiter le risque? Eh bien, c'est de poser la question à l'administration quand on a le temps. Vous avez un sujet de recherche, vous voulez savoir, vous voulez être sûr que les crédits impôts consécutifs à ces dépenses de recherche vous soient octroyés de manière définitive. Vous voulez avoir une sécurité juridique. Que faire? Poser la question à l'administration. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un rescrit fiscal qui consiste à exprimer, indiquer la nature de votre projet de recherche, en indiquer les dépenses futures et montrer que vous avez bien les ingrédients nécessaires à qualifier le sujet de recherche ou bien d'innovation. L'entreprise pose la question, élabore un dossier et vous répond dans les mois qui suivent, normalement dans les 3 mois, mais dans les 3 mois à partir du moment où l'administration
considère qu'elle a tous les éléments pour vous répondre, elle vous répond dans les 3 mois. Et comme on dit, si elle ne vous répond pas, ce qui n'arrive jamais, si elle ne vous répond pas, qui ne dit mot consent, c'est-à-dire que le silence de l'administration vaut accord. Ça vous donne la présence d'un rescrit, qu'il s'agisse de dossiers jeunes entreprises innovantes ou JEU, ou bien de crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation. Le fait de poser la question préalablement à l'administration présente pour vous une sécurité juridique qui n'est pas négligeable. Ceci dit, en pratique, souvent les réponses de l'administration sont assorties de réserves assez importantes, donc la sécurité juridique n'est pas si évidente que ça. Voilà. Mais bon, c'est une sécurité qu'on peut faire valoir. Concernant le crédit impôt recherche ou innovation, c'est dans les 6 mois qui précèdent le dépôt de la déclaration. Ça veut dire que pour l'exercice 2020, pour une clôture 2020, pour une clôture 31 décembre 2020, la déclaration est déposée, disons, au mois de mai. Vous avez au plus tard jusqu'à mois de novembre précédent pour faire un rescrit fiscal. Voilà. Donc, on parle de sécurité, c'est important. C'est important, c'est réalisable, c'est absolument recommandé systématiquement pour le dossier jeune entreprise innovante ou jeune entreprise universitaire. C'est pas raisonnable d'y aller sans poser la question à l'administration. Voilà. Donc les solutions. Pour constituer un dossier, je vais peut-être aller passer plus vite sur cette méthode, c'est définir une méthode de recensement des sujets, comment constituer un dossier. D'abord, quels sont les sujets concernés. Après, il faut trier les sujets pour savoir s'ils entrent dans les critères. C'est de la recherche, c'est pas de la recherche. Quels sont les ingrédients nécessaires à la recherche pour qualifier un sujet de R&D. À partir de quel moment ne sommes-nous plus en recherche, mais on est plutôt en innovation lorsqu'on réalise des prototypes selon le degré de maturité du projet, maturité technique du projet. Lorsqu'on continue à résoudre des incertitudes techniques, le temps consacré à résoudre des incertitudes techniques, on est encore en recherche. Mais lorsqu'on a la réponse, mais on bidouille, si vous voulez, la solution pour la parfaire, on fait des prototypes, on la réalise, on essaye on travaille son ergonomie ou son design industriel. On n'est plus en recherche, on fait des prototypes, on cherche encore un petit peu à parfaire le produit, mais on n'a plus de questions techniques majeures. La recherche, on imagine que c'est de la recherche fondamentale, mais on a quand même bien souvent dans les entreprises, on est plutôt en recherche appliquée. Enfin, on est rarement dans les recherches fondamentales, qu'on voit le plus souvent plutôt dans les laboratoires d'État. C'est le plus souvent. Donc, pour constituer un dossier, il faut réunir les pièces qui prouvent les calculs, parmi les éléments de compta, les éléments de paie, le recensement des heures, c'est souvent le point faible dans les PME, recensement des heures, il faut quand même disposer d'un minimum d'éléments pour montrer qu'on a bien passé du temps à faire tel dossier à telle époque. Et il est rare de voir un processus systématique de recensement des heures dans la PME. Ça n'existe pas ou rarement. Alors, la PME peut s'appuyer sur son système qualité. S'il y a par exemple, si dans son périmètre de système qualité, pour une qualification ISO, peut s'appuyer sur les méthodes de recensement des heures machines, par exemple, lorsqu'on est chez un industriel, voilà, pour, disons, démontrer qu'on a un moyen systématique de recensement des temps passés, au moins, ou quelque chose qui permet de voir que telle machine réservée à des prototypes a bien tourné pendant tant d'heures. Donc, on suppose que les gens qui sont... Enfin, voilà, on a des éléments d'appui. C'est le point faible. Le recensement des temps, c'est souvent le point faible, puisque dès lors qu'on doit disposer de preuves,
des temps passés et donc du coût généré par l'activité de recherche ou d'innovation. Voilà. Donc, je vois que le temps, on est déjà 9h30, je vais simplement vous rappeler les ingrédients qui paraissent nécessaires à cette distinction entre recherche et innovation. Quels sont les ingrédients? Recherche. Dans tous les cas, recherche ou innovation, il nous faut une problématique technique. On a besoin de résoudre, de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, quelque chose de nouveau en tout cas, dans tous les cas. Mais à quel moment sommes-nous en recherche ou à quel moment sommes-nous en innovation? J'en ai déjà parlé un peu précédemment. C'est présence d'une problématique technique. En recherche, on n'a pas de solution à cette problématique. La littérature technique ne nous permet pas de répondre à ce pari technologique, cette problématique technique. La littérature ne peut pas répondre ou ne permet pas de répondre partiellement, ou la littérature, enfin nos connaissances techniques sont insuffisantes pour répondre à ce pari technique. Et toujours pour la recherche, il nous faut un état de l'art insuffisant ou inexistant, ou non disponible. Et il nous faut aussi présence d'incertitudes techniques. Alors les incertitudes techniques, c'est on veut systématiser le déplacement de foule, par exemple. On veut faire des modèles sur le déplacement de foule pour pouvoir prévoir comment structurer les routes ou les feux de signalisation. Mais par contre, on ignore comment se comportent les foules. Il y a trop d'incertitudes, il y a trop de paramètres incertains pour pouvoir systématiser. Donc, on a une présence d'incertitude technique. Je ne sais pas si l'exemple est le mieux choisi, mais il nous faut deux éléments. À partir du moment où on a une problématique, il nous faut état de l'art insuffisant et il faut que ce soit difficile, il faut qu'on ait des risques de ne pas réussir. Voilà. Ça, c'est la recherche. Pour l'innovation, ces notions disparaissent. On a toujours une problématique technique à résoudre. Il nous faut faire entrer dans un petit truc comme ça, il nous faut faire entrer une batterie autonome, il ne faut pas que la batterie chauffe, il ne faut pas qu'elle pèse. Je pense par exemple à des lunettes connectées où il y avait tellement d'ambition technique dans ces lunettes qu'on n'arrivait pas à tout mettre dans les branches de lunettes sans griller les oreilles de l'utilisateur, ou sans avoir des lunettes beaucoup trop lourdes pour être utilisables. Il faut une problématique technique, il faut qu'il y ait un progrès par rapport aux produits existants, il faut que le produit nouveau, futur, sur lequel on travaille, soit plus léger, ait des vertus écologiques que les produits concurrents n'aient pas. Par exemple, il faut qu'il soit plus performant, on peut par exemple ajouter une performance supplémentaire à un produit existant. Et puis, autre condition, donc il faut montrer qu'on réalise des prototypes. Il faut bien montrer qu'on fait progresser un produit, mais qu'on cherche comment emboîter les pièces entre elles, ou comment, je pense à l'industriel, mais il n'y a pas que l'industriel pour le CI. Comment réaliser un produit, comment parfaire un produit, et montrer qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire le produit existant a été comme ça, et demain, le temps qu'on consacre sur ce produit lui permet d'être plus ergonomique et avoir une meilleure interface, ou lui permet d'avoir de meilleurs scores techniques, ou d'être plus propre, moins consommateur d'énergie. Et il faut que ce produit soit commercialisable. Sujet qu'on n'a pas en crédit impôt recherche. Recherche, on peut phosphorer sur un sujet et finalement, le sujet reste dans les cartons. Innovation, il faut un produit commercialisable. Il nous faut une sortie commerciale. Il faut d'ailleurs démontrer dans le dossier technique que l'intérêt commercial de ces temps réalisés à développer un produit. Voilà. Bon, j'ai à peu près fini. En ce qui concerne les subventions, je reviens rapidement
sur les 3 I dont nous parlions tout à l'heure, vers quoi sont dirigées les aides publiques sous forme de subventions cette fois-ci, on n'est plus dans le fiscal, dirigées vers les projets d'investissement, dans le cadre d'une stratégie de développement d'un projet de transformation numérique, par exemple, ça en ce moment c'est à la mode, dans le cadre d'un projet d'installation en faveur de la protection de l'environnement, en faveur de la protection des personnes. Vous avez compris que pour les aides et subventions publiques, il y a des modes un petit peu, il y a des effets modes qu'il faut respecter. Donc, quand vous êtes dans l'air du temps, quand vos projets répondent aux préoccupations des politiques, vous risquez plus d'avoir d'obtenir l'aide en tout ou partie. Après, le niveau d'implication de la collectivité publique dépend de la période de l'année. Où ils n'ont plus de sous, ils vont plus vous donner d'aide. Où il y a trop de monde il y a trop de demandes en même temps, bah, vous n'aurez qu'un petit morceau. Vous arrivez alors qu'il n'y a personne, vous aurez plus de chances d'avoir une aide conséquente. Les aides à l'investissement. Vous avez des projets d'exportation. Vous voulez cibler, quantifier les dépenses que vous avez pour cibler, quantifier des marchés, pour rédiger des contrats, pour obtenir des contrats VIE. Vous savez, lorsque vous envoyez un jeune diplômé courir les rues d'un pays nouveau, d'un nouveau terrain, d'un futur terrain de chasse pour un terrain commercial. Toutes ces dépenses-là sont prises en charge dans le cadre des projets d'exportation et aussi même dans le projet de recrutement. Lorsque vous avez, c'est plus rare, mais lorsque vous êtes une société en croissance et vous voulez staffer votre entreprise, on peut obtenir parfois des prises en charge jusqu'à 50% du coût salarial de la première année. Ça vaut le coup de se poser la question en tout cas. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été barbant. Cette situation de téléconférence nous rappelle le temps récent de confinement, des réunions de travail pendant lesquelles on est bien habillé en dessous et en short et tongs en dessous. Voilà. Je vous remercie. Vous avez la possibilité, je ne vais pas laisser la parole à Mme Chen, vous avez la possibilité de poser des questions si vous voulez dans cette deuxième partie. Alors, j'ai mis dans le chat qui est disponible sur la droite de votre écran pour les participants un lien qui vous invite à nous rejoindre dans la salle de visioconférence où nous sommes actuellement. Pour ceux qui auraient des questions, qui voudraient échanger directement avec M. De Guecker sans passer par écrit, étant donné le nombre qu'on a, la salle de visio est en capacité d'absorber un flux d'entrants. Donc, si vous souhaitez, si vous souhaitez échanger, vous cliquez sur ce lien, vous arriverez directement dans la salle visio et vous pourrez vous poser vos questions directement. Donc, par ailleurs, on va arrêter la diffusion en streaming. Si vous n'avez rien à ajouter pour votre part, Monsieur De Guecker, c'est bon? Oui, je suis prêt à répondre aux questions. D'accord. Donc, on coupe la diffusion et puis on vous laisse échanger dans la salle de visio. Merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt. Encore un petit peu en visio, on espère vraiment retrouver des réunions comme on connaissait auparavant à la rentrée de septembre. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir, Madame Chen. Au revoir.